Nous, pour cette précile, donc l'objectif, c'était d'aller chercher 200 000 euros. C'était pas simple au début. Quand on va lever des fonds, au début, on se prend beaucoup de bâches. On a réussi à trouver nos fonds, sachant que les fonds, on n'a pas trouvé les 200 000 d'un seul coup avec des investisseurs. On a trouvé 130 000 avec des investisseurs et les 60 autres 000, c'était des subventions. Bonjour à toi, cher bâtisseur, chère bâtisseuse, et bienvenue sur ce nouvel épisode des bâtisseurs d'indépendance. On est ravis de te retrouver pour un nouvel épisode un peu spécial. On continue nos interviews avec des personnes ultra inspirantes, concoctées rien que pour toi. Et aujourd'hui, on accueille le monsieur Armand Lelier. Armand, bonjour. Comment vas-tu ? Salut les gars, super et vous ? Écoute, moi ça va. Ça va aussi. Bonjour mon cher ami Terry, comment vas-tu mon copain ? Salut Hugo, ça va très bien aussi. Bon. Eh ben, si tout le monde va bien, écoutez, on est ravis de vous retrouver. On a un guest qui est assez exceptionnel, qui a une histoire assez incroyable à nous raconter. Je vais pas trop en dire, mais en tout cas, je pense que l'épisode va beaucoup vous plaire. On a déjà eu la dernière fois Mathieu Laurençon, qui avait créé une boîte dans l'industrie de la paille en pâte, qui avait déjà une histoire folle à nous raconter. Et cette fois, on va être dans l'univers de la crypto-monnaie. Et donc, écoute, je te laisse te présenter, Armand. Écoutez, bonjour à tous. Donc je m'appelle Armand Lelier. Pour mon petit background, j'ai fait l'INSA Lyon, donc école d'ingénieur à Lyon. Et en fait, à la sortie de mes études, j'ai décidé de m'orienter vers l'entrepreneuriat, donc avec deux potes d'études, avec lesquels donc on a lancé Airvest. Donc Airvest, c'était quoi ? C'était on est parti du constat que la crypto-monnaie c'était compliqué. Beaucoup de gens perdaient leur argent facilement, ou alors beaucoup de gens avaient peur tout simplement d'investir parce que c'était un produit très spéculatif. Et donc en fait, on s'est dit pourquoi pas créer un produit plus raisonné pour permettre à des gens qui ont une aversion au risque plus faible de pouvoir investir sur ce type de produit tout en bénéficiant des rendements de l'écosystème qui peuvent être intéressants. Et donc c'est comme ça qu'est né Airvest. Donc nous, l'idée c'était de faire une épargne stable, donc à 8% sur de l'euro par an. Après, quand je dis 8%, c'est pas garanti bien sûr, mais autour de 8%, c'était les résultats qu'on arrive à faire d'ailleurs. Et donc là, on est en cours de régulation par l'autorité des marchés financiers en France pour pouvoir lancer le produit d'ici la fin de l'année. Ok. Donc là, l'AMF, Okay. donc je pense que ça parle un peu plus à plus de monde quand on dit l'AMF. Ça permet de régulariser, on va dire, le marché, les marchés financiers tout simplement, pour savoir qui c'est qui a le droit de faire investir les gens ou pas. Ouais, c'est exactement ça. En France, en fait, on n'a pas le droit de lancer de produits financiers non régulés. Donc, ça veut dire que pour lancer un produit financier, il faut obligatoirement passer par l'AMF. Et même si vous n'avez pas forcément de régulation à avoir, il faut quand même demander l'avis de l'AMF juridique pour qu'il confirme en effet que vous n'aurez pas d'ennui plus tard. Donc, quoi qu'il en soit, si vous faites un produit financier, faut passer par l'AMF. Ok. Hyper intéressant. Donc, on revient sur la description si tu veux bien. Du coup, tu as parlé de dans quoi tu t'es lancé. Tu as dit que tu avais des associés. Vous êtes combien ? 3, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Donc, on est 3 associés. Alors, on a tous fait la même école, mais on a quand même des profils un peu complémentaires. Donc, moi, j'ai fait ingé informatique avec Lucas, un autre associé qui a aussi fait ingé informatique. Et le troisième associé, c'est donc Alexis, qui lui a fait ingé électrique. On va dire que en termes de passion, moi, ma passion, c'est plus la technique, le développement informatique, tout ce qui va être développement serveur. Lucas, lui, sa passion, ça va plus être l'expérience utilisateur, le développement produit, donc plus les aspects feature et marché, marketing. Et ensuite, Alexis, ouais, c'est ça, UX aussi. Et Alexis, lui, lui, ce qu'il aime bien, c'est tout ce qui est stratégie financière sur la crypto. Et donc, en fait, c'est Alexis qui nous a donné cette idée. En fait, lui, il arrivait déjà à générer un certain montant sur la blockchain basé sur du dollar. Et donc, on s'est dit pourquoi pas faire ça sur de l'euro et lancer ça en France pour créer un livret stable. C'est comme ça qu'est venue l'idée. Donc voilà, chacun a des compétences différentes mais complémentaires. Ouais, parce que d'accord, très bien. C'est important l'association. Ouais, déjà c'est important l'association, et du coup là tu viens de donner deux aspects différenciants par rapport à la concurrence. Et si je résume bien, c'est l'aspect indexation sur l'euro et non pas sur le dollar. Et en plus, tout à l'heure tu nous disais du rendement, essayer d'avoir un produit financier qui te permette d'avoir autour de 8% par an, un peu comme un ETF MSCI World classique, quoi.
sur la bourse. Ouais, c'est ça, c'est un rendement annoncé. Donc, enfin, souvent, c'est basé sur les performances passées, même si les performances passées ne présagent pas des performances futures. C'est justement ça qui fait la différence avec un Toujours livret bon de le A. rappeler. Et donc voilà, enfin nous aujourd'hui c'est ce qu'on arrive à peu près à générer, donc enfin c'est pour ça que là j'ai annoncé ce chiffre. Et en effet, enfin du coup le constat par rapport à la concurrence, parce que des placements comme ça peut se trouver aujourd'hui sur des plateformes comme Coinbase, Binance, Crypto.com. Le problème c'est Mm. que enfin aujourd'hui tous les placements qui vont être basés sur donc des stablecoins, ça va être sur du dollar. Et donc, enfin, nous, on voulait créer ça sur l'euro parce que, enfin, c'est vrai que pour un particulier en Europe, avec la volatilité euro-dollar qui peut varier des fois jusqu'à 20% par an, on a vu ça l'année dernière. Bah, du coup, sur un placement à 8%, c'est possible que vous perdiez quand même de l'argent sur du dollar. La volatilité, elle est moins élevée quand même. Ouais, et puis revenir sur la stablecoin aussi, qu'est-ce que ça veut dire? Ouais. Donc stablecoin, donc c'est une monnaie qui va être indexée sur une monnaie réelle. Donc par exemple, il y a des stablecoins dollars qui vont être indexés sur du dollar. Donc en fait, c'est tout simplement une crypto-monnaie qui est sur la blockchain, qui ne va pas être bouger comme le Bitcoin. Donc le Bitcoin, on voit des fois ça monte, ça descend beaucoup. Un stablecoin, bah non, ça reste toujours un dollar. Et quel est l'intérêt d'un stablecoin? Bah, c'est d'apporter de la stabilité sur certains services financiers sur la blockchain. Donc pour garder les avantages du dollar, mais tout en ayant une monnaie programmable, donc pour pouvoir permettre de faire plein de choses qui vont aller autour, donc qui peuvent être faits grâce à la blockchain. Et donc D'accord. nous, on va utiliser des stablecoins sur l'euro, enfin sur le dollar hedgé sur l'euro. C'est un peu plus compliqué, mais on va pas rentrer dans les détails. Enfin, ce qu'il faut retenir, c'est juste que ça va être des stablecoins sur de l'euro sur la blockchain. Donc là, en fait, tu prends tous les avantages de ce qui existe. C'est-à-dire que tu as la stabilité de la monnaie fiduciaire. Donc la monnaie fiduciaire, c'est type euro, dollar, etc. Et en même temps, tu as des bénéfices qui sont plus liés à d'autres placements type crypto-monnaie. Et en plus, tu rajoutes un dernier avantage, c'est la technologie. Parce qu'avec l'euro, finalement, tu es assez limité. Est-ce que j'ai bien résumé? C'est ça. Bah, en fait, du coup, pour résumer la blockchain, ça rend clairement des monnaies programmables. Enfin, nous, ce qu'on va faire avec l'argent des clients, c'est qu'en fait, on va utiliser ces euros en stablecoin sur la blockchain et les apporter en liquidité sur des services financiers décentralisés pour les faire fonctionner. Donc, en fait, il va y avoir des services financiers qui vont fonctionner sur la blockchain grâce à la liquidité que nous, on leur apporte. Et pour nous rémunérer, en fait, ces services financiers, c'est des bouts de code qui tournent sur la blockchain. Bah, eux, ils vont nous verser des frais de transaction en échange sur la liquidité apportée. Et ça va rémunérer donc l'utilisateur final qui a apporté l'argent. D'accord. Donc en fait, tu te places en tant que qu'aidant du système et du coup le système te rémunère pour ça. C'est ça. En fait, nous, Airvest, on est tout simplement une plateforme qui crée le pont entre le monde réel et les services financiers décentralisés sur la blockchain, qui sont aujourd'hui très compliqués d'accès. En plus, il y en a beaucoup, et pour gérer tous les risques, ça vous prendrait 1 heure par jour, et tout le monde n'a pas 1 heure par jour de temps à perdre à faire ce genre de stratégie soi-même. Et 1 heure par jour, c'est une fois qu'on a les compétences, donc il faut aussi avoir les Non, mais c'est compétences ça. pour. C'est Oui, bien sûr. c'est ce que j'allais dire, c'est que là, faut s'y connaître. Enfin, je veux dire, moi, je pense qu'il faudrait qu'on redéfinisse même un peu ce que c'est la blockchain, ce que c'est les crypto-monnaies, parce que en fait, on est rentré dans le vif du sujet direct. C'est Mais je vrai. pense qu'il y a beaucoup de gens enfin, tu vois, j'en ai encore parlé ce week-end. Enfin, en fait, les gens ne savent pas ce que c'est, quoi. Ils ne savent pas à quoi ça sert, tu vois. Et donc, j'aimerais que tu me poses une bonne fois pour toutes. Ok, c'est quoi le blockchain? C'est quoi les cryptos? Et à quoi ça sert, tu vois? Bah, du coup, la blockchain, vraiment pour, je pense, l'image la plus parlante, c'est vraiment un ordinateur décentralisé, un ordinateur sur lequel vous pouvez stocker des informations, faire tourner des programmes, mais sans passer par un tiers centralisé. Donc, un tiers centralisé, c'est quoi? Par exemple, aujourd'hui, si vous avez une entreprise, peut-être vous allez utiliser le cloud Google ou Amazon pour faire tourner vos serveurs. Donc ça, c'est centralisé parce que ça appartient à une entreprise. Vos données, elles sont situées à un seul endroit dans un data center. Là où la blockchain, bah non, là c'est un ordinateur qui tourne chez tous les validateurs. Donc les validateurs, il peut y en avoir des millions. Donc en fait, ça va être vraiment sur les millions de personnes qui vont faire tourner la blockchain. Vous, votre donnée et votre calcul entre guillemets, il va être décentralisé. Et si demain il y a Freddy au Texas qui décide d'arrêter de faire tourner la blockchain chez lui, bah c'est pas un problème parce qu'il y a toujours tous les autres qui la font tourner. Là aussi demain Google, eux, ils disent nous on arrête notre entreprise, on met la clé sous la porte. Là vous perdez toute votre donnée, vous perdez tous vos serveurs et vous êtes tout simplement dans la merde. Donc voilà. Voilà l'intérêt de la blockchain, D'accord. c'est de pas dépendre d'un tiers centralisé pour quoi que ce soit. Donc pour la data, pour faire tourner du calcul ou pour les monnaies.
parce que les monnaies aussi, c'est centralisé. Donc aujourd'hui, l'euro, c'est la Banque centrale européenne qui gère. Là où Bitcoin, bah, personne le gère. Enfin, il est totalement libre de lui-même. Ouais. Ouais, donc en fait, c'est au lieu d'utiliser un serveur à un endroit, tu utilises le serveur de plein d'endroits différents pour faire tourner la machine grossièrement, quoi. C'est ça. Et je voudrais revenir aussi sur le fait, enfin ça des fois les gens ils comprennent pas bien, c'est pourquoi est-ce qu'il y a autant de crypto-monnaies aujourd'hui. En fait, la crypto-monnaie, faut la voir comme un peu l'essence de la blockchain. Donc par exemple, le Bitcoin, c'est l'essence de la blockchain Bitcoin. Du coup, la crypto-monnaie en tant que telle, ça sert à faire fonctionner une blockchain, que ce soit pour la sécurité ou pour des transactions. Donc par exemple, si vous êtes sur Bitcoin, les gens qui vont sécuriser la blockchain vont être rémunérés en Bitcoin. Et aussi, quand vous allez envoyer de l'argent à quelqu'un, vous allez devoir payer des frais de transaction en Bitcoin parce que c'est la monnaie de la blockchain. Donc c'est vraiment comme de l'essence. Donc, dès que vous voulez faire effectuer une action sur la blockchain, vous allez payer un peu de gaz pour effectuer l'action. Et sur Ethereum, c'est pareil. Donc, ensuite, il y a plein de blockchains qui ont été créées. Et pourquoi il y a plein de blockchains qui se créent? C'est parce qu'aujourd'hui, la technologie est encore récente. Et donc, en fait, plein de personnes pensent pouvoir faire mieux que ce qui existe déjà. Donc, innover dans le secteur en créant une nouvelle blockchain, une nouvelle crypto-monnaie pour faire mieux que les voisins. Et donc, en fait, là, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est un peu une sélection naturelle de qui va sortir à la fin. Mais je pense qu'à la fin, il y aura une ou deux blockchains, peut-être trois. Après, il y a plusieurs théories, mais on verra bien où tout ça mène. Mais, d'accord. Voilà. Merci pour cette précision. Je vais reprendre un petit peu tout ce qu'on a dit puisque ça fait quand même beaucoup d'informations. Donc là, jusqu'à présent, on a présenté notre Armand, j'avais dit, notre invité Armand. Le national. Oui, voilà. On a parlé de ce que c'est la crypto-monnaie. On a parlé de rendement. Et pourquoi il y a des rendements? C'est parce qu'en fait, tu viens te placer en tant qu'intermédiaire et du coup, tu aides à faire fonctionner le système et donc tu es rémunéré pour ça. Tu as parlé aussi du fait que vous allez aider les personnes qui n'ont pas les connaissances et pas le temps de s'en occuper à les rémunérer de cette manière. Par contre, maintenant, comment ça fonctionne concrètement de façon simple pour la personne qui va venir vers vous? Imaginons que moi, j'ai 1000 euros que j'ai envie d'investir. Je vais vous contacter. Qu'est-ce qu'on va faire? Nous, l'idée, c'est vraiment d'apporter une interface aussi simple que ton appli bancaire, dont ton N26, ton Revolut. Donc, en fait, tu vas vraiment avoir une interface comme une néobanque. Et dessus, tu vas avoir donc des livrets. Et l'idée, c'est que ça soit très simple de déposer de l'argent dessus. Donc, tu puisses en déposer soit par carte bancaire, soit par virement SEPA, ou des solutions d'open banking. Donc, ça, c'est un nouveau truc à la mode. C'est pour connecter directement ta banque en paiement et avoir des virements instantanés directs. Donc vraiment, l'idée, c'est de fluidifier un maximum l'expérience utilisateur pour qu'ils puissent bénéficier de ces rendements-là derrière sur la blockchain. Du coup, il y a ce côté UX, mais il y a aussi ce côté produit qu'on a parlé tout à l'heure qui est quand même assez innovant parce que proposer un rendement de 8%, un plus ou moins évidemment, encore une fois, c'est quand même pas commun, tu vois, parce qu'on connaît la crypto-monnaie comme étant hyper volatile, donc c'est que derrière il y a quand même du taf et j'imagine en termes de développement. Et ensuite il y a aussi une autre partie qui est plutôt l'éducation là. Ouais, clairement. Du coup, en effet, du coup, il y a tout l'aspect du coup facilité d'accès donc par les moyens de paiement pour que la personne elle puisse y aller rapidement. Et nous, ce qui nous tient à cœur, c'est aussi l'éducation à travers l'application. Ça veut dire que notre objectif, c'est aussi que vous puissiez monter en compétences et que vous sachiez dans quoi vous investissiez parce que c'est quand même une technologie intéressante. Donc en fait, on va gamifier l'application avec du contenu éducatif. Aussi pour que vous puissiez évoluer à travers l'application en montant en compétences en même temps. Donc en fait, notre objectif, ça va vraiment être de vous apporter de la connaissance pour que, en utilisant notre application, ça soit pas seulement un placement, mais aussi quelque chose qui vous permet derrière de pouvoir en parler, de dire ok, j'ai investi là-dessus parce que ça permet de faire ça permet en effet à des gens de faire des échanges derrière sur la blockchain parce que nous on sert des services financiers sur la blockchain, mais il y en a plusieurs. Donc, je penserais à des services, il pourrait y avoir des services d'assurance, il pourrait y avoir des services de sécurité. Nous, en l'occurrence, on s'oriente sur des services d'échange. Donc, ça va être par exemple des gens qui veulent échanger de l'euro contre du dollar. Aujourd'hui, quand vous allez, aux États-Unis, vous payez des frais de transaction à chaque fois que vous échangez vos euros en dollars. C'est normal. Ça coûte assez cher d'ailleurs. Sur la blockchain, ça coûte un peu moins cher, donc il y a beaucoup de gens qui passent par là. Et nous, en fait, ce qu'on permet de faire, c'est d'apporter cette liquidité pour permettre aux gens d'effectuer leurs échanges, stablecoin euro, stablecoin dollar sur la blockchain. Ok. D'accord, ok. Ouais, je comprends mieux comment ça fonctionne. Je vais revenir sur les notions, puisque, encore une fois, ça fait beaucoup d'informations.
Donc si moi je suis quelqu'un de lambda, même pas investisseur, juste une personne lambda, j'entends parler de crypto-monnaie, vite ça fait peur parce qu'on voit des grands pics, on entend plein de choses. Vite je ne comprends pas puisque forcément c'est de la technologie, c'est un peu plus compliqué que ce qu'on a l'habitude de savoir. Et ensuite, j'ai pas forcément envie de m'y intéresser. Donc là en fait vous faites sauter un peu tous les verrous puisque vous allez stabiliser les gains, environ 8%, même si c'est pas garanti, comme tous les investissements de toute façon. De toute façon. Vous simplifiez aussi l'action, puisqu'il suffit de se connecter chez vous, de choisir ce qu'on veut, de mettre de l'argent, et ensuite vous apprenez à l'utilisateur à être de plus en plus compétent, et donc il a de plus en plus envie de se renseigner, d'apprendre et d'investir. Donc pour moi, c'est franchement le projet quasi parfait. C'est un combo, franchement. Parce que Ouais, honnêtement, franchement, c'est magnifique. Nous qui utilisons Terry, avec Terry, on investit quand même dans la crypto depuis un moment. Moi, je connais pas de plateforme. Enfin, tu vois, je vais parler franchement. Moi, je connais Bitpanda. J'investis dessus. Ouais. Je trouve déjà que comme plateforme, c'est déjà bien plus sympathique à investir parce que c'est une plateforme qui est très épurée où t'as pas beaucoup de crypto-monnaies pour pouvoir justement ne pas trop t'éparpiller. Quand j'ai commencé, j'avais connu Binance. Comme tout le monde. Avant qu'ils fassent la version light. Mais c'est un enfer. C'est une usine. Hein. C'est horrible. Donc, c'est ça. Et puis en plus, j'allais dire, je veux dire, c'est hyper compliqué à comprendre les cryptos. Ce qu'on dit pas, c'est que, les gens en jouent de ça. Ils font exprès, tu vois, d'utiliser des mots compliqués et d'avoir un cercle restreint pour éviter qu'il y ait le moins de monde possible, quoi. En tout cas, ça donne cette impression-là. C'est ça, il y a vraiment un monde élitiste dans les cryptos à utiliser des termes compliqués, à proposer 500 cryptos sur la plateforme, mais on ne sait pas à quoi ces cryptos elles servent. Donc, c'est vraiment difficile quand on est débutant et qu'on arrive dans cet écosystème de s'orienter. Et donc, là, via notre application, on investit sur de l'euro. Donc déjà, on est un peu sur la crypto, mais sur de l'euro. Donc, ça permet vraiment de mettre un premier pied dedans, mais sans trop être effrayé dans un premier temps. Et après, on va t'apporter assez de connaissances pour que derrière, tu fasses d'autres investissements en crypto, que peut-être tu t'achètes ton premier Bitcoin. Voilà quoi. Trop cool. Bon, et du coup, la question, c'est comment vous en êtes arrivé à ça ? Parce que ça sort pas de n'importe où, cette idée. Bon, j'ai bien compris qu'il y avait une histoire où ça existait quelque part avec du dollar, et puis vous faites à peu près la même chose en euros, mais ça suffit pas, tu vois. Il faut une impulsion de départ, il faut que vous engagiez. Alors, dis-nous tous, si tu peux, sur ce qui s'est passé. En fait, à la base, la fibre entrepreneuriale, en tout cas, donc moi et Lucas, on avait monté une application donc en 4e année à l'INSA Lyon. Donc c'était une application qui permettait de gérer simplement ta colocation. Donc rien à voir, hein. Ça permettait de gérer tes listes de courses en coloc, de gérer les dispos, de gérer les tâches ménagères et avoir un tree count, tout ça intégré dans une app pour pouvoir facilement en colocation interagir avec ses colocs. On avait sorti ça, d'ailleurs, elle est encore disponible sur les stores si vous voulez aller voir. Ça s'appelle tout simplement. Ça s'appelle Coloc comme COLOC. Petite promo. Et donc voilà. Et tu fais bien. Après avoir lancé ça nous a un peu donné la fibre. On avait lancé ça sans ambition business particulière, donc il n'y avait pas d'objectif de rémunération derrière. Mais on s'est dit, on veut lancer notre entreprise, on veut faire quelque chose en entrepreneuriat. Donc voilà, on cherchait une idée. Et puis à côté de ça, il y avait donc Alexis qui lui était à fond dans les crypto-monnaies, la finance décentralisée, et qui pratiquait déjà un peu de la recherche sur ce type de placement complexe. Donc avec sa propre argent. Et un jour, on s'est retrouvés et puis il nous a dit que lui aussi, il aimerait bien fonder une boîte. On se connaissait depuis 5 ans tous les trois, donc on savait que ça pouvait fonctionner d'un point de vue équipe. D'un point de vue compétences, on n'avait pas les mêmes appétences non plus, donc c'était un peu complémentaire. Donc on s'est dit go tenter l'aventure. Puis de fil en aiguille, avec les interviews utilisateurs, parce que c'est aussi ça qui t'amène à ton produit final, c'est que au début tu vas aller voir ton marché, tu vas leur poser des questions. Nous on a aussi lancé des préventes via un club pour que des gens passent à la carte avant qu'on lance le produit et qu'on ait des avis vraiment qualifiés de nos utilisateurs. Et donc de fil en aiguille, par des interviews utilisateurs, on arrive du coup à une plateforme. Là, je peux pas vous la montrer, mais on a une interface déjà prête et un back-end qui fonctionne. Donc, une application qui fonctionne. Ok. Et tout ça. Je reviens sur l'instant pub. Tu as fait une pub pour l'application, mais pareil, fais une pub aussi pour
ta nouvelle société, puisque c'est important quand même. Dis-nous où est-ce qu'on peut le retrouver, sur quel réseau on peut toi te retrouver également. Bah moi, vous pouvez me trouver sur LinkedIn, donc Armand Lelier, Leu2Lier. Et ensuite, notre société peut aussi se trouver sur les réseaux, donc Rvest, Rvest. Vous pouvez trouver ça donc sur Instagram, sur LinkedIn, sur Facebook. Il me semble qu'on est aussi sur YouTube, mais à confirmer. et donc voilà. Oui, donc l'entreprise s'appelle Rvest. Je crois que je l'avais dit au tout début, mais c'est bien de le rappeler. Oui. Et malheureusement, notre site internet est en maintenance parce que, on est en train d'effectuer quelques changements sur la page. Donc là, vous pouvez aller voir rvest.fr, mais vous trouverez rien d'incroyable à part une page en maintenance. Donc voilà, je vous invite pas forcément. Bon, d'accord. De toute façon, je mettrai ça en description de l'épisode. Et si vous voulez nous retrouver, Terry et moi, bah écoutez, nous on est sur Instagram aussi, on est sur TikTok, on est sur Spotify, sur on est YouTube. sur YouTube aussi. On est partout. On est partout. Et donc, si ça vous plaît cet épisode, bah, n'hésitez pas à le partager, à liker et à commenter. Voilà, hein, instant promo. À mettre des notes 5 étoiles, tout ça. Ah oui. Ça fait plaisir. Ah ouais. Allez-y allègrement. Bon, en tout cas, hyper intéressant. Et donc, du coup, ça, c'était il y a combien de temps? Parce que entre aujourd'hui et le moment où vous vous êtes dit, OK, on va se lancer ensemble, il s'est passé combien de temps, tu vois? Alors, on s'est dit qu'on allait se lancer ensemble 6 mois avant de se lancer ensemble, parce que on avait été encore en études et du coup, j'avais mon échange académique à faire en Corée du Sud. Lucas, il était dans les pays de l'Est, en Europe de l'Est. Et donc voilà, on était un peu chacun éparpillé, et puis on avait encore des études, donc on se disait que c'était pas encore le bon moment de lancer l'aventure. Et donc on a attendu vraiment d'être tous les trois à temps plein pour lancer l'idée. Okay. Et du coup, en termes de temps, du coup là, ça fait maintenant 1 an qu'on travaille ensemble. Et donc l'idée date d'il y a 1 an et demi, grosso modo. D'accord. Okay. Et du coup, est-ce que tu peux nous dire l'historique un petit peu de tout ça? Quand vous avez commencé, comment? Où est-ce que ça a vraiment démarré? Ça a commencé à augmenter? S'il y a eu des préventes, s'il y a eu des actions principales, et où tu en es aujourd'hui sur ce gros projet? Ouais, très intéressant. En effet, on a commencé donc en février 2022 dans l'incubateur pédagogique de l'INSA Lyon. Donc en fait, c'était un cursus entrepreneurial à l'INSA qui permettait de remplacer le stage de fin d'études. Donc en fait, à la place de faire notre stage de fin d'études, on s'est lancé pour monter notre boîte. Et en fait, le programme avait pour vocation donc de nous apprendre l'entrepreneuriat. Donc il y avait pas mal de formations et d'intervenants qui venaient nous expliquer comment on construisait un business model, comment on gérait les finances de sa boîte, comment est-ce qu'on construisait un bon pitch, toutes les bases de la startup. Et en parallèle, donc on appliquait ça donc à notre projet pour construire le projet vraiment au début. Donc c'est là qu'on a fait les premières interviews clients. C'est là qu'on a fait notre premier pitch deck. Donc le pitch deck, c'est la présentation du projet sous forme de slide. Et qu'on a monté notre premier business plan aussi parce que c'est important pour aller chercher des fonds, que ce soit des subventions ou des investisseurs, d'avoir un business plan avec un prévisionnel financier sur 3 ans. Donc là, ces 6 premiers mois, c'était vraiment la construction du projet, monter les documents, créer un peu une organisation. Et donc après ces 6 mois, donc on s'est retrouvé sans locaux, donc à travailler chez nous parce que on venait de sortir de l'INSA. Pendant ce temps-là, on est allé chercher nos premières subventions. Donc Startup & Go à Lyon, qui est une subvention de 10 000 € qui permet de lancer ses premières dépenses en tant que startup. Ensuite, on est allé chercher donc la bourse French Tech, qui est la première subvention de la BPI à aller chercher, qui est d'une valeur de 30 000 €. Bien. Et après, on s'est dit, OK, il nous faudrait un accompagnement. On a été pris à l'incubateur Centre Entrepreneuriat Lyon-Saint-Étienne, qui est basé, en fait, ils ont 4 locaux sur Lyon. Donc, c'est un organisme de l'université. Donc, très bon accompagnement. Les startup managers sont super cool. Ils vous poussent vachement dans vos retranchements à aller vendre un produit. Donc, si vous voulez lancer un business, je vous recommande cet incubateur dans la région lyonnaise. En plus, il est gratuit et il offre des locaux gratuits, donc c'est vraiment top. Ah ouais. Okay. Ouais, c'est vraiment top. Et donc après ça, on se disait, OK, c'est bien, on est sur Lyon, on a notre incubateur, on est bien, mais il nous manquait quelque chose parce qu'au final, dans la crypto, c'est un petit monde et tout se passe à Paris. Donc en fait, on voulait orienter la boîte vers Paris, donc déménager sur Paris.
Et c'est là qu'on a postulé à plusieurs incubateurs, donc à Station F, et aussi dans d'autres incubateurs à Paris. Et au final, on a été pris par l'incubateur de Télécom Paris avec l'Institut Polytechnique, donc qui se situe à Station F. Donc voilà le décor derrière moi. Et donc là, qui est vraiment très bien. on est arrivé à Station F donc depuis novembre 2022. Par la suite, on a levé des fonds donc pour effectuer notre pré-seed. Donc Station F, ça aide là-dessus parce que ça donne un peu une image. C'est quoi? Une pré-seed, c'est la première levée de fonds qu'on va effectuer en tant que startup qui va permettre de construire le produit et de le lancer. C'est des montants entre, on va dire, 50 000 et 1 million, mais c'est rare qu'une pré-seed soit au-dessus d'1 million, à part sur certains projets, Okay. mais grosso modo, il y a toujours un peu une échelle de prix sur les levées de fonds. D'accord. Et donc nous pour cette pré-seed, donc l'objectif c'était d'aller chercher 200 000 euros. C'était pas simple au début. Quand on va lever des fonds, au début, on se prend beaucoup de bâches. On va pitcher. Donc c'était un peu difficile. Donc au début, on y arrivait pas forcément. Et on s'est dit, ok, il nous manque quelque chose, il nous manque une traction marché, parce que les investisseurs, sinon ils avaient pas confiance. Donc même si on n'avait pas de produit, il fallait qu'on prouve une traction marché. Donc c'est là on s'est mis à réfléchir et on s'est dit, pourquoi pas lancer un club pour faire un peu des préventes du produit financier. Donc l'idée du club, c'était acheter une adhésion à un club. Et nous, on vous fera des soirées avec les membres du club où on vous expliquera des concepts d'investissement, des concepts sur la crypto. Et aussi, quand vous placerez un certain montant derrière, vous aurez des bonus sur notre placement financier pour Quand gagner plus d'argent. Et ouais, c'est ça, quand on sortira le produit. Et comme ça, vous pourrez rembourser votre club et même gagner de l'argent sur votre adhésion. Donc c'était l'idée du club. Et donc Et vous avez après, rassemblé combien de personnes? On a rassemblé 20 personnes en un mois. On a fait, il me semble, le premier mois, on a fait 2500 euros de CA. Donc ça nous a suffi à aller chercher nos premiers fonds. Après, on n'a pas continué vraiment les ventes du club parce qu'on avait d'autres préoccupations dans la boîte de construction de produits, de régulation. Donc on a mis un peu en pause ça pour restructurer un peu le site, plein d'autres choses. Je vous passe les détails. Et donc suite à ça, on a réussi à trouver nos fonds. Sachant que les fonds, on n'a pas trouvé les 200 000 d'un seul coup avec des investisseurs. On a trouvé 130 000 avec des investisseurs et les 60 autres 1000, c'était des subventions. D'accord, ok. Et du coup, là, c'est énorme en tout cas. Ouais, déjà, c'est énorme. Et donc, investisseur, donc la Business Angel. C'est ça. Souvent, les pré-seeds, ça s'effectue auprès de Business Angel, des fois des VC, donc Venture Capital, mais c'est rarement des fonds d'investissement. Ok, ouais. Okay. Ouais, parce que généralement, c'est des plus gros tickets. Enfin, ils mettent des minimum 500 000, quoi. C'est ça. Non ouais. Bon, déjà, on peut s'arrêter juste pour dire bravo parce que c'est déjà un sacré parcours. C'est incroyable. Surtout qu'en plus, là, ce qu'il faut réaliser, c'est quand même que vous levez des fonds sur une idée. Enfin, je veux dire, au bout d'un moment, vous n'avez pas quelque chose de concret. Il y a plein de projets qui se montent comme ça, mais je veux dire, là, en l'occurrence, c'est encore pire parce que vous êtes sur le marché, sur des marchés financiers, en fait. Et donc, vous pouvez... Avec toutes les régulations qu'il y a, en plus sur les cryptos avec la mauvaise influence. Ouais, de ouf. C'était clairement notre plus gros frein, la régulation. Donc, c'est ce qui fait le plus peur. C'est est-ce que vous allez obtenir votre enregistrement est-ce qu'ils vont vous dire, ils vont vous autoriser à vous lancer Donc ouais, c'est clairement ce qui fait le plus peur et c'est aussi ce qui nous fait aussi le plus peur dans les risques du projet parce que ça prend du temps, une régulation. Ça prend un an et demi et du coup, en attendant, tu peux pas avoir de rentrée d'argent. Donc, il faut que tu trouves d'autres choses. En l'occurrence, nous, on avait le club qui a permis de faire un peu de rentrée. On avait d'autres, la levée de fonds qui nous a fait un peu remplir les caisses de la boîte, mais ouais, c'est compliqué en tant que produit financier de se lancer parce qu'il faut acquérir beaucoup de trésorerie pour tenir, pour pouvoir se lancer. Et ça, c'est pas le cas de tous les types de projets. Oui, là, c'est parce que c'est de la finance, c'est particulier à ce domaine-là, en fait. Ouais. C'est ça. Ouais, parce mais après, que chaque domaine a ses difficultés. Oui, non, mais évidemment. Mais vous, en l'occurrence, la difficulté, c'est que vous pouvez pas vendre un prototype. C'est-à-dire que vous pouvez pas. Moi, tu vois, typiquement, chez Crafteo, tu vois, on peut tester la plateforme parce que, du coup, on a des bêta-testeurs, on a des artisans, on peut construire la plateforme en no-code et derrière itérer et faire des explications. Enfin, voilà, tout simplement prendre en compte les remarques des artisans pour toujours s'améliorer. Mais on peut le faire. Toi, t'es sur les marchés financiers, tu joues entre guillemets un peu avec l'argent, tu vois. Tu peux pas faire ça. Tu peux pas tester le prototype, en fait. Donc, lever de l'argent, tu vois, sur une idée, c'est quand même assez fou.
Non, ouais, c'est pas simple du tout. Et du coup, bah, on a trouvé un petit tricks pour aussi, enfin, ces derniers mois, lancer quand même quelque chose. Donc, en fait, là, on est en train de construire un protocole sur la blockchain. Donc, enfin, tout à l'heure, je vous parlais de services financiers décentralisés. Donc, en fait, là, on construit notre propre service. Et aujourd'hui, ça, c'est pas régulé par l'autorité des marchés financiers. Donc, en fait, ça nous permet de lancer quelque chose assez rapidement, sans avoir besoin de régulation et pouvoir commencer à tester bah, des livrets sur la blockchain qui permettent de surperformer des actifs. Donc là, ça sera plus que de l'euro, ça sera des cryptos. Donc, enfin, là, ça sera, vous pouvez déposer n'importe quelle crypto et puis nous, on fait un pourcentage en plus du rendement de cette crypto. Donc, ça peut être à la hausse ou à la baisse, mais ça vous permet de soit limiter vos baisses, soit d'augmenter vos hausses, grosso modo. D'accord. Et comment ça fonctionne ça? Grosso modo, sans rentrer C'est trop dans le détail. ouais, ouais. Bah, c'est exactement sur le même principe que ce qu'on faisait avec l'euro. Et vraiment pareil. Donc, en fait, ça, par exemple, vous nous apportez du Bitcoin. Nous, on va mettre du Bitcoin et du stablecoin dollar enfin, sur des services financiers qui permettent de faire des échanges Bitcoin-dollar. Et ensuite, avec les échanges Bitcoin-dollar qui sont effectués sur la blockchain, bah, ça va rémunérer votre portefeuille Bitcoin. Parce que à la fin, on va faire en sorte que vous soyez à 100% sur du Bitcoin et pas 50-50 parce que vous apportez 50% Bitcoin, 50% de dollars. Et par des mécanismes financiers, on fait en sorte que bah, vous, c'est comme si vous aviez 100% de Bitcoin, mais qu'en plus, vous aviez les frais de transaction du Bitcoin dollar. Ok. Et donc, tu as dit que ça apporte de la stabilité, ça? Alors, ça apporte pas de stabilité pour le coup. Si vous êtes sur le Bitcoin, vous avez bah, la volatilité du Bitcoin. Ok. Par contre, du fait d'avoir un rendement supplémentaire que si vous aviez juste du Bitcoin, ça vous permet, bah, par exemple, si le Bitcoin il baisse de 20% sur l'année, mais que vous aviez un rendement bah, de 10% en Bitcoin, bah, à la fin, vous avez perdu que 10%. Enfin, après, le calcul, il est pas totalement juste, mais ce que je veux dire, c'est que, enfin, du coup, le fait de gagner un peu des Bitcoins enfin, en intérêt, en frais de transaction, bah, ça limite un peu vos pertes si le marché il descend. Par contre, si le marché il monte, bah, du coup, vous faites, si le marché il fait x2, bah, vous pouvez générer bah, plus de Bitcoin que Ouais. quelqu'un qui avait juste du Bitcoin à la base et qui n'utilisait pas nos stratégies. C'est hyper malin en vrai. Par contre, enfin, ça doit être complexe à mettre en place, quoi. Enfin, je veux dire, c'est pas à la portée de Ouais, tout le monde. oui, oui, c'est assez complexe. Bah, enfin, vraiment, enfin, c'est là où toute la plus-value d'Alexis prend sens, c'est que lui, il crée des modèles mathématiques enfin, sur les protocoles décentralisés. Et en fait, l'idée, c'est avec ces modèles mathématiques, bah, créer des algorithmes qui permettent de faire tourner ce type de placement directement sur la blockchain de manière décentralisée. Donc c'est vrai que ça n'existe pas non plus aujourd'hui. Donc aujourd'hui, vous pouvez acheter des cryptos, vous pouvez faire certaines choses. Mais là, ça s'apparenterait vraiment à de la gestion de fonds décentralisée sur la blockchain. Et ça, c'est un peu une innovation qui apparaît aujourd'hui. Mais enfin, en tout cas, c'est totalement innovant le fait de faire ça sur un seul asset, donc sur du Bitcoin ou Ben, franchement, n'importe quelle autre crypto-monnaie. c'est hyper impressionnant. Alors, pour ceux qui n'ont pas réussi Ouais. à suivre, parce que c'est vrai que c'est rentré beaucoup trop dans la technique peut-être Ouais, pour ouais. vous, ils développent carrément une façon de se rémunérer qui n'existait pas avant. Donc là, on parle vraiment d'innovation. Et en plus, bah, c'est très technique puisque ça touche à des domaines qui sont déjà très compliqués. Mais en plus, ils rajoutent une petite touche de complexité puisque ils viennent vous inclure en fait dans la boucle. Donc c'est c'est d'une complexité incroyable. Par contre, c'est super malin. Et puis c'est hyper alléchant en fait. On a envie d'essayer puisque Ouais, c'est clair. là, on parle de rémunérations qui sont carrément au-dessus de 8%. Je m'avance comme ça, mais Je pense, j'imagine. ouais. Oui, en fait, comme on passe directement par la blockchain et que là, il n'y a pas les frais légaux, il n'y a pas, enfin, il y a pas plein de frais qu'un client nous coûterait normalement quand il arrive par une application en payant par carte. Bah, du coup, les rémunérations tournent plus aux alentours de 15-20% que 8%. Ah Donc, ouais, voilà. en effet, c'est plus intéressant. Par contre, ça requiert d'être plus averti, donc il faut avoir un wallet crypto. Enfin, du coup, un wallet crypto, c'est un portefeuille sur la blockchain. Donc, ça requiert quand même quelques connaissances pour pouvoir placer chez nous, mais avec un petit tutoriel, ça peut s'envisager. Après, je tiens à souligner que la cible, du coup, n'est pas la même. Enfin, avec ce produit-là, sur la Bien blockchain, on va sûr. plus aller cibler donc des gens qui s'y connaissent et des gros portefeuilles enfin, sur les cryptos. Et l'idée D'accord. à terme, bah, c'est de construire le pont entre la plateforme bah, régulée qu'on est en train de sortir et ce protocole-là qui permet de faire ce genre de stratégie. Ok. Ce pont devrait voir le jour bah, d'ici la fin de l'année quand on aura notre réglementation. D'accord. C'est vous permettre de gagner en fait finalement un peu d'argent le temps que la plateforme se mette en route et qu'elle soit rentable et que vous trouviez en fait vos utilisateurs finalement. C'est d'avoir deux C'est sources de ça. revenus, quoi.
Et ça donne aussi de la crédibilité sur le fait que nous, on gère nos stratégies, que le truc Oui. il tourne déjà depuis un certain temps, que Oui, en c'est même clair. temps, nous, ce qu'on nous reproche souvent, on est un peu entre le milieu de la fintech et le milieu de la crypto. Et souvent, dans la crypto, on nous reproche d'être trop fintech, et dans la fintech, on nous reproche d'être trop crypto. Du coup, c'est un peu un problème. Et donc, en faisant ça, là, on montre vraiment, en tout cas pour le côté crypto, qu'en effet, on a des compétences en crypto, qu'on fait quand même, qu'on contribue au système décentralisé. Et donc ça, c'est aussi bien vu lors des salons et auprès d'investisseurs. Ouais. Ouais, clairement. Et là, on voit aussi que vous avez une grande connaissance du milieu, enfin, des deux milieux d'ailleurs. Mais là, ce qui va nous intéresser pour nous, notre chaîne, c'est plutôt le côté financier. Et en fait, quand tu es capable de proposer à quelqu'un qui connaît rien de tout ça, 8%, c'est très bien. Franchement, c'est bien mieux que tout ce qu'on voit d'habitude. Et quand tu es capable de présenter à un professionnel 15%, c'est pareil, c'est super bien aussi. Donc en Ouais, fait, vous êtes clair. bon sur les deux tableaux et j'ai aucun doute sur le fait que vous allez réussir puisque on sent que vous avez une maturité sur le sujet qui est bien plus que celle qu'on a parfois en se lançant sur des projets. D'ailleurs, si l'AMF écoute ce podcast, je tiens à rappeler que tout placement comporte des risques, et ce n'est pas parce qu'on est à 8% sur de l'euro qu'il n'y a pas des risques de perte, parce que par exemple sur Bien sûr. notre type de placement, on s'expose donc à des risques que vous n'avez pas si vous êtes sur un livret A, que vous n'avez pas si vous êtes sur une assurance vie. Donc ça va être des risques potentiellement de hack, des risques de stablecoin. Donc si les stablecoins viennent, je vous ai dit qu'un stablecoin c'est indexé au dollar, mais s'il vient à se désindexer du dollar, ça peut engendrer des pertes de fonds. Donc il y a certains risques qu'il faut connaître avant Ouais, bien de sûr. placer dessus. Enfin, nous, on va vous les lister, on va vous les expliquer, mais après, c'est toujours l'utilisateur qui prend le risque de mettre son argent ou non sur ce type de placement. Bien sûr. Mais en tout cas, on continue le disclaimer. Tout ça, c'est pas des conseils en investissement. Par contre, dès que vous investissez quelque part, en fait, vous prenez ces risques. Pas exactement les mêmes, puisque ça va dépendre du support. Hein. Mais quoi que vous fassiez comme investissement, on parle vraiment d'investissement, ça va comporter des risques. Et le seul truc qui est pas vraiment risqué, c'est le placement sur des livrets A ou alors des assurances qui sont backées sur autre chose et que du coup, tu vas avoir une certaine partie du capital qui est remboursé, etc. Mais dès que ça va rapporter de l'argent, vraiment rapporter de l'argent et pas juste le truc lié à l'inflation, en fait, il y a un risque. Donc, il faut bien sûr se renseigner, il faut bien sûr y réfléchir et pas lancer des sous n'importe comment. Mais ça, c'est partout. Donc, ça ne doit pas vous empêcher d'aller vers telle ou telle plateforme. Juste, il faut le considérer. D'ailleurs, nous, ça fait partie aussi de nos plus-values de notre produit, c'est qu'on limite aussi les risques pour l'utilisateur. Donc, ça veut dire que on va diviser le nom, on va être sur plusieurs blockchains, on va être sur plusieurs protocoles et sur plusieurs stablecoins. Donc, en fait, ça va permettre que si un des risques arrive, au final, on limite la perte de fonds à pas la totalité du portefeuille qui va être perdu, mais peut-être, imaginons demain, il y a un stablecoin qui tombe à zéro. Au final, peut-être on va perdre 5% des fonds au lieu de perdre tous les fonds des clients. Donc, c'est des risques, mais on met tout en place pour limiter ces risques et faire en sorte que l'utilisateur ne perde pas son argent à la fin. D'accord. Très malin. Ok. Bon, et si là, on a vraiment parlé technique depuis le début. Donc, pour rappel, hein, tu nous as vraiment retracé qu'est-ce que vous faisiez, qu'est-ce que vous vendiez comme produit, comment vous en êtes arrivé là avec ton équipe. Donc, vous êtes 3 associés. Est-ce que vous avez d'autres personnes qui travaillent avec vous? Ouais, du coup, suite à la levée de fonds, on a embauché donc un alternant qui gère la partie communication image de marque. Donc tout ce qui va être gestion des réseaux sociaux. Et aussi en ce moment, on est en train de se faire une peau neuve, donc de changer de nom, de changer de DA. Donc on va s'appeler Cusco désormais, comme la ville en Amérique du Sud, ancienne capitale des Incas. Ou le dessin animé. Exactement. Donc l'idée, c'était vraiment cette ville qui est là depuis des millénaires, nichée à des milliers de mètres d'altitude, qui a résisté donc à l'ère du temps dans un milieu qui au début était pas forcément très accueillant, mais qui a su construire donc tout un écosystème autour dans les montagnes. Et donc nous, c'est un peu ce qu'on voulait retranscrire par notre placement, c'est la DeFi, la finance décentralisée, la blockchain, c'est pas forcément très accueillant d'un premier abord, et nous on veut le rendre accueillant et prospère sur le long terme. Ok. C'est super bien niveau storytelling. Ouais, c'est clair. Un peu ça fait connotation un peu comme bâtisseur d'indépendance, où nous notre emblème c'est les pyramides, et pareil c'est là depuis des milliers d'années, et en fait je veux dire, quand tu bâtis un empire, tu vois, c'est solide et ça tient dans le temps, tu vois. Tu le fais pierre par pierre, mais à la fin c'est très résistant. C'est pour ça qu'on a ce logo là.
Et du coup, pour aller un peu plus dans le personnel, toi, comment tu vis un peu la chose parce que, je veux dire, si on y réfléchit bien, t'as quitté les études, tu t'es lancé dans un projet où, pendant un an, je pense que du coup, vous avez pas fait beaucoup de chiffre d'affaires, donc vous n'êtes pas beaucoup rémunéré. Comment t'as géré la pression? Comment t'as fait pour vivre déjà? Explique-nous un peu Ouais. tout, parce que faut quand même avoir du sacré courage pour le faire. Bah alors ça va, j'ai pas non plus quitté mes études. J'ai eu mon diplôme, donc je suis quand Non, même bien sûr. ingénieur. Donc j'ai toujours, bah Félicitations. justement, ça fait partie de ce qui fait réduire la pression, c'est le fait d'avoir un peu un backup entre guillemets. Donc enfin, si jamais le projet marche pas, j'ai toujours cette solution d'utiliser mon diplôme d'ingénieur pour aller travailler tout simplement en entreprise. Mais sinon, c'est vrai que financièrement, c'était pas simple. Donc pour se lancer, on a dû chacun faire un prêt, donc un prêt étudiant. Donc moi personnellement, j'ai emprunté 20 000 euros, dont 10 000 euros que j'ai placés au capital social de la boîte parce qu'il fallait des fonds. Oh putain, je suis Il mort. fallait des, il fallait, il fallait des fonds pour payer les avocats. Ok. Donc, Ouais. donc voilà, on a chacun fait un apport personnel. Et après, derrière, l'idée, c'était de tenir avec ce prêt, mais quand même rapidement lever des fonds pour pouvoir se payer un peu pour pouvoir continuer de tenir. Donc c'est vrai qu'on avait un peu la pression de la levée de fonds, de si la levée de fonds marchait pas, le Hmm. projet était clairement compromis. Donc, nous, c'était si je crois que si en avril ou mai on n'avait pas levé, clairement c'était la fin. Et au final, on a fini la levée fin mars. Donc, je peux vous dire que début mars, c'était pas forcément. Waouh. Ok. Waouh, ça C'est c'est incroyable. Donc là, c'est quand on parle complètement dingue. parfois de la notion de brûler le bateau, bah clairement c'est ce qui s'est passé quoi. Parce que attends, on récapitule là. Tu pars avec 0 € à la base. Au contraire, même tu t'endettes. T'as pas de Ouais, c'est Ouais. clair. rémunération. Tu mets la moitié de ce que tu as emprunté dans une société où tu sais pas ce qui va se passer. c'est c'est de la folie, mais c'est de la bonne folie. C'est bravo parce que c'est un engagement incroyable et Bravo. en fait, t'es Ouais, quasiment obligé de réussir quand tu te lances comme ça puisque t'as pas le choix. Si tu réussis pas, t'as bah pas le tu choix. repars de moins J'espère, 20 000 j'espère. euros quoi. Bah oui, parce qu'à ma banque, je leur ai dit que j'allais faire un master spé. Je leur ai pas dit que j'allais faire de l'entrepreneuriat pour faire le prêt, sinon Et ça aurait oui, été bah oui, compliqué. oui, Donc, normal. Coucou la banque. Coucou, ouais, coucou la banque. coucou la banque. Non, mais Ok. après les prêts étudiants, je veux pas donner de conseils, mais c'est quand même une très bonne chose et faut savoir aussi en Ouais, profiter parce que Bien sûr. on prête pas de l'argent facilement après quand on rentre dans la vie active. Donc clairement pas. c'est toujours bien pour se donner un petit coup de Et boost au début. même en étant freelance, tu vois, il y en a qui ont du mal à récolter de l'argent, enfin à lever de l'argent à la banque pour acheter n'importe quoi, alors que des fois ils gagnent super cher. Tu vois, on en avait déjà parlé avec Terry Ouais. qui connaissait quelqu'un qui avait essayé de lever des fonds pour acheter un bien immobilier. Il n'a pas réussi, alors qu'il a un salaire, je pense, de minimum 3000, c'est pas ça, un truc comme ça. Ouais, c'est ça. En fait, tu as plein de C'est contraintes une fois que tu es dans la vie active, et notamment en tant qu'entrepreneur, puisqu'il faut plusieurs bilans. Donc, ouais, franchement, ouais. tu as bien fait de le faire. Par contre, il fallait avoir le Mm. courage. Donc, encore une fois, bravo. Ouais, On n'a pas trop de doute sur le fait que vous allez réussir, puisqu'on s'était déjà parlé une c'est fois. clair. Là, on en apprend Mm. encore plus. J'ai bien confiance en vous et j'espère que ça va marcher puisque on en est là, on en est vraiment au moment charnier puisque vous avez fait vos premières réussites, mais maintenant en fait il manque le plus gros, c'est l'accréditation de l'AMF. Donc on est vraiment sur ce Mm. moment. On va pas pouvoir durer plus longtemps dans le podcast, mais si jamais tu devais nous dire un mot sur ce qui t'a poussé jusque-là, comment tu y es arrivé, et puis aussi nous dire quelles sont tes inspirations, qui t'inspire le plus, ça ferait une super fin de podcast. Bah déjà, un mot sur comment on en est arrivé là. Je pense que être déjà plusieurs, ça aide beaucoup. Je pense que tout seul, j'en serais pas arrivé là. Donc, l'équipe, c'est vraiment une force parce que quand quelqu'un est démotivé, on a toujours les autres pour nous remonter. C'est quoi la deuxième question déjà? C'est une source d'inspiration, quelqu'un qui t'a inspiré. Ouais, une source d'inspiration, je dirais Éric Larchevêque, fondateur de Ledger, que vous connaissiez peut-être, sur qui va être mon Ouais. associé. Donc, Ouais. pour moi, c'est mon entrepreneur modèle en France, parce qu'il a quand même créé un géant de la tech dans un milieu où c'était pas forcément simple. Donc Mm. énorme respect. Ok. Petite dédicace à Mathieu qui a parlé de la dernière fois de Anthony Bourbon, qui du coup s'est associé avec Eric Larchevêque pour créer The Blast Club, qui est
un club d'investissement où ils font investir les abonnés avec eux. Donc trop marrant, tu vois. La boucle est bouclée, Ouais, comme on dirait. clairement. Écoute, c'est incroyable et merci d'avoir accepté c'était pas sans peine, hein. Non, clairement. Il y a eu montera 2-3 bien au problèmes montage, techniques, mais mais ouais, mais on va les passer sous silence. Mais merci en tout cas pour ce témoignage parce que ça montre une chose, c'est que en fait tu peux passer à l'action en partant de zéro, tu vois. Et en fait t'as pas d'excuses. Enfin, c'est-à-dire t'avais pas de sous, enfin à la base t'avais pas d'idée. Enfin, je veux dire t'as constitué une équipe, ça s'est fait comme ça, tu vois. Alors évidemment t'as aussi le destin qui a fait que tu as rencontré ces personnes-là. Mais je veux dire, fallait passer le pas, tu vois. Et nous, c'est ce qu'on essaie d'inculquer dans ce podcast, c'est de passer à l'action. Si vous avez des idées, si vous avez des envies, écoutez-vous. Faites quelque chose, quoi. Je sais pas, mais en tout cas, et si vous êtes tout seul, eh ben entourez-vous. C'est comme Armand vous a dit, l'équipe, c'est ce qui fait tout. Donc, on vous répète toujours toutes les semaines la même chose. Il faut continuer d'évoluer et d'investir, les gars. Merci Armand pour ce témoignage. Écoute, on te dit à la prochaine. Je pense que tu reviendras sur cette chaîne pour nous parler un peu quand ça sera lancé. Et puis, on te retrouve sur les réseaux. Puis n'hésitez pas nous aussi à nous retrouver sur les réseaux, pardon. J'arrive plus à parler. On vous retrouve chaque semaine. Et puis, on vous dit à la prochaine. Salut tout le monde. Ciao.